blocos sont effectivement, pour la plupart des gens, c'est une verrue sur la plage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi pour d'autres personnes un patrimoine militaire qu'il est nécessaire de sauvegarder parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Donc les blocos, ils font partie de cette histoire qui est propre au Nord-Pas-de-Calais, parce que quand même, il faut reconnaître qu'on a été sérieusement servi par rapport à la guerre. Et donc il y a une fonction utile, je dirais, par rapport à la mémoire. Il y a une fonction qu'on pourrait donner aux blocos par rapport à l'accueil d'un certain nombre d'espèces, et c'est assez surprenant, comme les chauves-souris. Ça, c'est des endroits dans lesquels ils vont se réfugier. Ceci étant dit, c'est aussi des endroits à risque, des endroits dangereux. Je veux dire, si un gamin tombe dedans, il se casse une jambe, c'est pas évident qu'on le trouve tout de suite. En général, les élus qui possèdent des blocos sur leur commune ne les apprécient guère, dans la mesure où ce sont effectivement des endroits qui peuvent être l'objet d'accidents. Donc je comprends très bien qu'ils souhaitent plutôt les voir démolir ou tout simplement fermer l'accès au public. La côte Nord-Pas-de-Calais, comme toutes les côtes françaises, présente énormément de vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous vous promenez sur une plage, vous voyez forcément un blocos. Je travaillais à mes recherches sur les problèmes d'érosion côtière et il se trouvait qu'on manquait de points de repère sur la zone sur laquelle nous travaillions. Et les seuls points de repère qui s'offraient à nous, c'était tout simplement les blocos du mur de l'Atlantique. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à ces points de repère. Et pour aller plus en avant, il nous fallait toujours plus de renseignements. Donc c'est devenu une passion assez rapidement. Je me suis piqué au jeu, on va dire. Ah, un message récent. Steve Vincent. Tiens, attention aux chauves-souris. Les milieux souterrains dans le Nord-Pas-de-Calais jouent un rôle très important dans l'hibernation des chauves-souris, puisque les chauves-souris, pour la période hivernale, ont besoin de ces milieux pour passer l'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chauve-souris qui est dérangée pendant son hibernation est très fragilisée. Et il lui faut absolument des milieux tranquilles et peu menacés où elle peut passer la mauvaise période. Un aménagement simple, peu coûteux, peut permettre de préserver une population importante de chauves-souris, alors que la destruction pure et simple d'un blocos peut engendrer la disparition d'une espèce sur tout un secteur. Et déjà, quelques sites ont été détruits. Et de ce fait, on ne peut plus vraiment se permettre de détruire de nouvelles colonies ou de nouveaux sites. Même si les chauves-souris sont absentes, la destruction du site détruit les potentialités d'hibernation de certaines espèces qui sont très très menacées et à ce titre inscrites sur directives européennes. Philippe Moratel en fait a une méthode très particulière et d'ailleurs ça nous a séduit parce qu'on sortait complètement du champ des études traditionnelles où on mesure un certain nombre de paramètres physiques, etc. Donc pour nous c'était très, très original d'avoir une évolution, l'analyse de l'évolution du littoral entre 1944 et au jour d'aujourd'hui grâce à cette démarche-là. Lui il a une approche qui lie à la fois des aspects scientifiques mais aussi sa passion sur les blocos. Il se dit bunker archéologue,
c'est assez juste dans les faits, puisqu'il connaît très bien chaque blocos du littoral, il les appelle par leur petit nom, etc. Moi, je ne suis pas seulement un bunker archéologue, je suis d'abord un géographe et je travaille sur les problèmes d'érosion côtière. Donc la bunker archéologie, c'est une passion à côté de mes recherches. Maintenant, au niveau de l'étymologie, donc bunker archéologie, tout simplement, l'étude des vestiges des blocos, hein, des bunkers. Et au niveau de l'origine du mot, je pense que le premier à l'avoir utilisé, ça a été l'architecte Paul Virilio. Maintenant, au niveau du contact avec les gens, quand vous arrivez et que vous vous présentez comme bunker archéologue, eh ben, vous ne vous présentez jamais comme bunker archéologue. Vous dites simplement que vous êtes intéressé, vous êtes passionné par les fortifications et que vous aimeriez simplement visiter l'ouvrage qui se situe sur la propriété de la personne que vous rencontrez. Donc le bunker archéologue, en fait, c'est uniquement un petit mot entre nous, quoi, entre passionnés. Ce qui est certain, c'est que visiter les ouvrages, ça permet de découvrir toute une région, parce que des blocos allemands, il y en a partout. Pour donner une bonne idée, la première ligne de défense, elle est au niveau de la plage, et le poste de commandement, il est ici à Tourcoing, à 100 km à l'intérieur des terres. Donc l'un des enjeux environnementaux sur le littoral, c'est la maîtrise de l'érosion. Donc en m'intéressant à l'histoire de ces blocos, je me suis aperçu qu'en plus d'une utilisation simple telle qu'un point de repère, on pouvait également les utiliser pour appréhender mieux les modifications des paysages côtiers. Voilà, donc je suis ici devant en fait l'embrasure de tir où se trouvait la pièce. Et devant moi, on peut s'apercevoir qu'encore aujourd'hui, eh bien, les conditions d'implantation de cet ouvrage sont toujours les mêmes qu'à l'époque. Donc l'intérêt de la densité de tous ces blocos sur notre littoral, c'est qu'on peut renouveler ce type d'observation ailleurs. Par exemple, au nord-est du port de Calais, il y a eu une forte accumulation de sable au droit du même type d'ouvrage. Ce qui fait que, par exemple, sur le site, on retrouve le même blocos, mais en fait, il est à 30 mètres du haut de plage actuel. L'intégration des blocos dans le paysage, à l'origine, le problème ne se posait pas vu que tous les ouvrages étaient camouflés. Les ouvrages apparaissent maintenant, c'est parce qu'en fait il y a eu un défaut d'entretien depuis la guerre, donc défaut d'entretien dans les zones internes du nerf, donc tout simplement par déflation, le vent a creusé autour des ouvrages et on les voit, et maintenant ils apparaissent beaucoup. Et au niveau du trait de côte, la mer a attaqué les ouvrages et maintenant ils se retrouvent sur la plage. Donc ces ouvrages apparaissent plus, mais à l'époque ils étaient entièrement camouflés. Donc le problème ne se posait pas. Les éléments dangereux, il faudrait les supprimer, c'est logique. Mais le problème, ça va être de déterminer quels sont les éléments dangereux. Si on veut savoir de façon précise quels sont les ouvrages dangereux, il faut faire un inventaire de tout ce qui existe sur la côte Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire pour mettre en valeur uniquement les points intéressants et permettre la destruction des autres. Quand j'étais petit, 4-5 ans, ça m'a toujours paru gigantesque. Donc quand on m'expliquait que c'était pour empêcher le débarquement, etc., ça me paraissait énorme et effectivement infranchissable. C'était vraiment immense. Et j'aimais bien marcher dessus. Mais j'avais pas le droit.
Nous avons sur notre commune de Camiers une cinquantaine de blocos, une dizaine sur la plage. Visuellement, c'est pas très joli. Il y a le danger aussi pour les enfants qui, bien entendu, comme tout bon enfant, veut essayer d'escalader ce qui se trouve en face de lui, essayer de passer dans le plus petit trou de souris où on pourra voir des cheminées dans des blocos, des fissures, des endroits où seuls les enfants peuvent passer, et à marée haute, bien entendu, la mer vient encercler certains blocos et les enfants peuvent être pris, bien entendu, à marée haute dans ces blocos et on pourra peut-être ne pas les retrouver, ce qu'on ne souhaite jamais. Le conseil municipal a donc décidé de faire disparaître ces blocos de la plage. Il a bien sûr fallu se battre pour savoir si oui ou non c'était des monuments classés, savoir comment on allait pouvoir faire pour les démolir, qui allait payer et comment on pouvait obtenir certaines subventions. Il a donc fallu 2 ans pour obtenir la première démolition du premier blocos qui se trouvait dans la zone de baignade. Et là, actuellement, il y a un projet de démolir 5 blocos. Cette réhabilitation du cordon dunaire avec la destruction de ces blocos sur la partie nord de notre commune va représenter un budget de 3,2 millions de francs, ce qui est quand même énorme. Il était nullement question de faire de cette démolition de blocos une super plage avec les super touristes et augmenter le nombre de touristes, mais au contraire être plutôt protecteur au niveau de l'environnement. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une conservation du patrimoine naturel que d'avoir une conservation d'un patrimoine historique qui n'avait absolument aucune valeur et aucun souvenir particulier, je vais dire, pour la jeunesse actuelle, alors que d'autres endroits pourront laisser et laisseront d'autres souvenirs au niveau de l'histoire. Le site de la coupole est séparé en deux parts égales, je dirais, c'est-à-dire que ça permet d'aborder sur le plan thématique deux sujets sensibles qui sont un, l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais et l'autre, les armes secrètes de l'armée allemande. Et ça, c'est émaillé par un certain nombre d'images, de photos ou de panneaux qui vont donner des informations historiques aux visiteurs. Le temps de mettre tout ça en place, il a fallu une dizaine d'années. C'est vrai qu'on a ouvert au public en 1997, qu'il y a eu 2 ans de travaux. Le coût global de l'investissement est de 70 millions de francs, 69 millions très précisément. Nous recevons aujourd'hui 150 000 visiteurs à l'année. Et vous êtes ici sur les vestiges du fort d'Alprec, qui servait à défendre la zone sud de Boulogne-sur-Mer et de la Côte-d'Opale. Le Portel-Plage est la ville des 3 forts. Nous avons le fort du Mont-de-Coupe, le fort de l'Eure et donc ce fort d'Alprec. Et nous avons conçu un projet de remise en valeur de ces 3 forts. Et nous commençons par ce site du fort d'Alprec parce que c'est le plus impressionnant, le mieux conservé et donc celui qui sera le plus facilement réhabilité.
Nous avons décidé à la fois de retrouver l'histoire et en même temps d'intégrer ce site dans le littoral de notre commune, avec la volonté aussi d'en faire un pivot d'une démarche piétonnière de randonnée permettant justement aux gens de se balader de la plage jusqu'à ce fort et au-delà de tout le littoral sud et l'arrière-pays avec ses forêts. Nous marquons notre volonté d'intégrer un site historique dans un site naturel. Ils sont laids et dangereux, même surtout dangereux parce que c'est quand même à 50 mètres de la plage. Donc les CRS essaient d'interdire aux gens de venir se baigner ici, mais c'est pas toujours facile. Quand la plage est bondée, ici c'est toujours beaucoup de monde et il arrive qu'il y ait des accidents. Donc pour moi c'est laid et dangereux, surtout dangereux. Voilà. Ici à 800, mais... Ici à 800, ici même. Par contre, bon, il y a d'autres endroits où ça fait partie d'un héritage qu'il faut à mon avis conserver. Genre tout en haut du Cap Blanc, mais là c'est assez intéressant de se mettre à l'intérieur du blocos pour voir les côtes anglaises par temps clair. Là on se rend bien compte de ce à quoi ça pouvait servir. Et tu penses que quelque part ça a de la valeur ou... Moi j'ai pas connu la guerre, mais je pense que pour ceux qui l'ont connue, c'est assez important quand même. Ce blocos qui était sur le terrain, bon, c'était un petit peu dommage de le démolir. Bon, ça a une histoire, ça a une présence réelle, et on s'est dit que tout compte fait, ça serait amusant de l'intégrer dans le bâtiment. Donc on a posé notre bâtiment sur le blocos, qui est partiellement intérieur, partiellement extérieur. Et ce blocos, en plus, a trouvé une fonction dans notre bâtiment, puisqu'il nous a servi d'emblée de salle d'archives et de tirage de plans. Et en même temps, j'allais dire que sa présence physique, de par son matériau, était très intéressante à intégrer dans notre image d'architecte. La réhabiliter, je veux dire qu'il faut que ça trouve une application, il faut que ça trouve une utilisation. Hein. On a beaucoup de musées, on a beaucoup de bâtiments qu'on transforme en musées. Je pense qu'il faut trouver une justification à tout. Je pense que tout ce qui a une histoire mérite d'être utilisé aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, c'est certain. Il y a des groupes de musiciens qui galéraient pour pouvoir chercher un endroit pour répéter. Et il n'y avait aucune structure, aucun endroit qui pouvait les accueillir. Ce blocos, il nous a fait tilt. On a dit, bah tiens, pourquoi pas. Et c'est là que l'idée est venue de rénover ce blocos. Et bon, ben, on en a fait un lieu musical, un lieu où les jeunes viennent passer une partie de leur temps. Alors ça fait partie, tu as des groupes de musiciens qui viennent répéter, tu as des jeunes qui organisent leur propre anniversaire. Bon, moi j'ai passé ma jeunesse dans ce blocos, c'est-à-dire il y a pas mal de générations qui sont venues jouer dans ce blocos. Et alors on a mis 9 mois à le nettoyer, c'est-à-dire quand on rentrait ici, on ne pouvait pas se mettre debout. Tellement que c'était recouvert de détritus, d'ordures, de tout, quoi. Quand on a fini de le nettoyer, après on a essayé de trouver des financements, on a trouvé le partenaire Carrefour. En gros ça nous a coûté 200 000 francs.
L'intérêt du site de la crèche, c'est tout d'abord sa situation, cap de la crèche, point de vue superbe à la fois sur Boulogne et sur Vimereux, et par temps clair, on voit même jusqu'au Cap Grinet, voire les côtes anglaises. Donc c'est une très bonne entrée en la matière pour tous les touristes qui tiennent à venir sur le littoral Nord-Pas-de-Calais. Sur un point particulier, on peut leur donner envie de découvrir d'autres sites. Donc l'intérêt de réhabiliter le site de la crèche, c'est que la côte Nord-Pas-de-Calais, comme toutes les côtes françaises, présente énormément de vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces vestiges sont peu accessibles pour le public. Et l'intérêt du projet La Crèche, eh bien, c'est de les rendre facilement accessibles au public et d'expliquer un peu ce que fut le mur de l'Atlantique. Il faut d'abord mettre en sécurité, c'est-à-dire araser les fers à béton qui dépassent des ouvrages et éliminer tous les blocs de béton qui menacent de tomber. C'est un projet de développement durable et ce que nous tenons à faire, c'est une mise en valeur légère, c'est-à-dire uniquement des sentiers de visite qui vont respecter la configuration actuelle du site, c'est-à-dire un environnement peu fréquenté par l'homme. La particularité première du mur de l'Atlantique, c'est d'être véritablement un système fortifié, comparable par exemple à notre système fortifié français des années 40, la ligne Maginot. Donc dans ce système fortifié, chaque site a sa propre fonction. Il convient donc d'étudier l'ensemble du dispositif afin de décider exactement quels sont les éléments à sauvegarder et quels sont les éléments redondants que l'on peut supprimer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas cette concertation justement avec ces passionnés et qu'on aboutit à une situation un peu anarchique où chacun détruit ce qu'il gêne et il y a des grosses erreurs qui sont commises. Mais il est encore temps de faire un dernier effort.